Le truc auquel on devait penser avec Benjamin, c'était la façon de distribuer le son, puisque la captation était en live sur le tournage. Donc on était très présent sur le tournage, à faire répéter, à voir même spatialement comment. Oui, parce que ça, voilà, faut expliquer si vous voulez. C'est enregistré en direct. Alors évidemment, on pourrait dire le truc le plus simple, c'est que par exemple on met un micro devant, mais hors champ pour pas que la caméra le voit, et puis on laisse les gens chanter. Et voilà, comme ça ensuite on a notre son. Mais moi, comme je voulais que ça sonne pop, ça m'intéressait par exemple de pouvoir monter des chœurs au moment du mixage, mais juste des chœurs par exemple, des lignes de chœurs, des trucs aigus. Donc s'il y avait juste un micro, si je monte le micro, je monte tout à la fois. Donc je ne pouvais pas faire ça, donc il fallait séparer. Il fallait beaucoup de micros pour que je puisse au mixage monter un élément sans monter le reste. D'accord? Donc ensuite finalement on s'est retrouvé avec un truc un peu somptuaire, en tout cas très cher. On avait 25 micros pour une scène comme ça. Et donc la question c'est évidemment de où est-ce qu'on place les micros, parce qu'il ne faut pas qu'on les voit à l'écran bien sûr. Donc c'est sûr que si vous mettez un micro dans un casque de soldat, personne ne va le voir, mais le son va être horrible, il va tout tuyauter. Donc c'est compliqué de trouver, ça prend beaucoup de temps, où placer un micro pour qu'à la fois il ne se voit pas, et qu'en même temps le son qu'il enregistre soit bon. Et en plus se pose la question de comment on dispose les gens, parce que d'un point de vue technique, par exemple la guitare, c'est un instrument, comme disent les techniciens, qui a tendance à repisser sur les autres pistes. C'est-à-dire la guitare, même si vous la mettez là, on va l'entendre si quelqu'un chante là, dans le micro, parce qu'il y a certaines fréquences qui ont tendance à être beaucoup plus, à rentrer partout, si vous voulez. Donc il fallait se poser des questions à chaque fois en se disant, mais si on veut pouvoir monter tel instrument sans monter tel autre, si on veut pouvoir monter telle voix sans monter tel autre, où est-ce qu'il faut mettre la guitare, où est-ce qu'il faut mettre les instruments qui ont tendance à repisser sur les autres pistes, qui ont tendance à s'entendre partout. Et donc voilà, il y avait, et en même temps, il fallait trouver un truc qui soit intéressant au niveau du cadre. Et donc voilà, c'était assez compliqué. Des séquences, la première fois qu'on a tourné une scène de musique, avant même qu'on tourne, c'est-à-dire que je dise moteur et que la caméra se mette en marche, il y avait eu au moins, sans plaisanter, 6 heures d'installation juste de micro. Donc pendant 6 heures, les acteurs ne faisaient rien d'autre qu'on installe leur micro, leur HF, c'est des micros, c'est pas des micros, c'est des HF, c'est-à-dire, comment ça sans fil. Des micros sans fil, Ouais. des petits micros qui se cachent bien. Donc on installait tous les HF en évitant les frottements, etc. On tentait des dispositions, etc. Mais pendant 6 heures, personne ne chantait, on filmait pas. C'est très très long d'un point de vue technique. Et c'est quelque chose d'assez. On avait donc ce qu'on appelle un Pyramix. C'est une machine très coûteuse qui permet, si vous voulez, de faire un prémix au tournage, pour pas qu'on se retrouve ensuite en montage son avec des tonnes de pistes et dont on ne sache pas comment ça sonne. Donc au tournage, il y avait un technicien qui était là avec une console qui recevait les informations sonores envoyées par les 25 micros et qui tentait déjà différents mix. Où est-ce qu'on met à tel niveau l'épinette, où est-ce qu'on met la charbonnière, où est-ce qu'on met la guitare, où est-ce qu'on met, je sais pas, l'accordéon, et qui écoutait déjà comment ça sonnait pour voir si ça marchait bien en termes de disposition. Donc c'est des trucs un peu compliqués. Tout ça pour avoir au final un truc un peu amateur, un peu fragile. J'estime qu'en son direct, il y a une sorte de prise de risque qui fait qu'il y a la fragilité est vraiment sur la corde. C'est comme un funambule, soit ça passe, soit ça casse. Tandis que si on fait en post-prod, après, en post-synchronisation, si le mec se plante, il peut toujours refaire. Et s'il se replante, il peut refaire jusqu'au moment où on arrive à de bonnes prises, et puis peut-être que là on la colle. Donc on perd le rapport au risque, à l'énergie, qui fait que je trouve que pour un acteur, si vous voulez, c'est un peu, pour les choses comme ça, c'est pareil que pour le découpage. Par exemple, quand Pagnol, dans un film de Pagnol, il y a un monologue d'un acteur, ben, il va le filmer, puis en entier. Il ne va pas mettre entre-temps un plan de coupe de quelqu'un qui regarde, ou d'un arbre qui est balayé par le vent. Non. Et du même coup, pour l'acteur, c'est plus dur, parce qu'il sait qu'il faut qu'il arrive en entier, parce que sinon, il faut refaire. Et donc du même coup, il y a une prise de risque qui fait que je trouve qu'il y a un élan. Comme c'est plus dangereux pour l'acteur, du même coup l'acteur est obligé de prendre une sorte d'élan, de se jeter dans le vide. Alors que si on fait ça en post-production, de toute façon, qui se plante pas, c'est pas grave, on peut refaire éternellement jusqu'à ce qu'on y arrive. Donc moi je trouve que ça donne, pour un film comme ça, une sorte de fragilité qui va dans le sens de ce que je voulais sur le rapport à un mélange de comique et de grâce, et qui aussi va aussi avec le fait que c'est des soldats, donc pas des chanteurs, pas des musiciens, et qui se lancent un peu eux-mêmes dans le vide, hors d'un contexte de spectacle, avec quelque chose qui est toujours à la limite de l'échec.